Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'écouter Tour d'Horizon pour cette grande première. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions tout d'abord à vous présenter brièvement notre podcast. Autour de la table, 7 étudiants en première année de licence et tous membres de l'Académie ESJ de Lille. Passionnés par le journalisme, nous avions la volonté de créer un podcast autour de l'actualité et des grands sujets de société. Et c'est chose faite avec Tour d'Horizon. Nous vous proposerons ainsi à chaque émission 7 chroniques et pour chaque chronique une grande thématique abordée. Le climat, la politique, le féminisme, l'économie, l'histoire, la culture, sans oublier l'actualité nationale et internationale. L'objectif de ce podcast n'est ni de vous persuader, ni de vous convaincre, mais au contraire de vous proposer notre point de vue, une piste de réflexion. À noter que les chroniques proposées sont rédigées de manière purement autonome et que nous ne sommes affiliés à aucun parti politique, de près ou de loin. Il est nécessaire de le préciser. Alors vous écoutez Tour d'Horizon sur YouTube ou sur Spotify, mais sachez que vous pouvez nous suivre également sur notre page Instagram, Tour d'Horizon Podcast, sur laquelle vous pourrez retrouver des extraits de nos chroniques, mais aussi des infos et des photos exclusives. N'hésitez donc pas à vous y abonner et à la partager autour de vous. Au programme de cette première émission, la COP29 et ses enjeux climatiques et économiques, le complexe de Cendrillon, les conclusions de la victoire de Donald Trump, le retour du loup-garou de Terre-Lieu ou encore les commémorations du 11 novembre. Bienvenue et merci d'écouter Tour d'Horizon. Et pour débuter ce tour d'horizon, un point sur l'actualité nationale et internationale avec le tour de presse Théo Lajoie. Et à chaque début d'émission, Théo, tu nous proposeras une grande revue de presse nationale et internationale afin de nous proposer une vue d'ensemble de l'actualité et tu tenteras d'y analyser les grands enjeux qui s'y mêlent. Et tu débutes aujourd'hui, Théo, ce tour de presse avec la nouvelle édition Vendée Globe. Et oui, effectivement, Antoine, une fois n'est pas coutume, j'ouvre ce premier numéro avec le sport. 4e jour de compétition pour les skippers du Vendée Globe, parti dimanche des Sables-d'Olonne pour entamer un périple d'environ 45 000 km. Météo calme et vent faible étaient au rendez-vous selon France Info. Le skipper Paul Meillat s'affichait en tête dès le départ. Hier, les bateaux ont franchi le cap Finistère à l'ouest du Portugal avec en tête Charlie Dalline. Et aujourd'hui, c'était au sud de l'Espagne. Je vous invite à suivre le parcours sur vos chaînes de sport préférées. Sur les rails à présent, c'est un nouveau record pour la SNCF, non pas du Vendée Globe, mais bien des grèves dont les syndicats ont décidé qu'elles seraient illimitées. Les usagers, à commencer par nous étudiants, vont devoir prendre leur mal en patience. Le Point reprend les propos de Michel Quidor, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, qui qualifie de scandaleux ce mouvement pas si inédit, on est habitué maintenant. Ce même journal nous informe des contestations des syndicats, entre autres opposés aux suppressions de postes et privatisation des lignes TER, Transilien et Intercités, un vrai cadeau de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année. Un cadeau dont se seraient bien passés les Californiens, ce sont les incendies hors de contrôle qui, attisés par le vent, se déploient dans tout l'État. RFI parle d'un brasier d'une intensité telle qu'on n'en avait pas vu depuis 2 ans. En cause, les vagues de chaleur de cet été ont asséché les plantes, responsables donc de l'évacuation de 10 000 personnes. Mais les pompiers avancent progressivement et les autorités affirment avoir maîtrisé 14% de la surface totale. Gardons espoir quand même. Espoir loin d'être unanime en Arizona, en Pennsylvanie, en Géorgie, en Caroline du Nord, au Wisconsin, au Michigan et au Nevada. Bref, dans les 7 États clés, les swing states. La victoire du candidat républicain aux États-Unis, la récidive, pour reprendre la une de Libération, du milliardaire Donald Trump qui a remporté un carton plein, à la fois chez les électeurs du vote populaire, à la fois au Sénat et même dans les médias, selon France Info. Stupéfaction dans le monde entier à l'annonce il y a une semaine du résultat de ce match acharné entre l'espoir d'une première femme au bureau ovale, qui plus est noire, et l'épisode 2 du symbole de l'Amérique rurale, conservatrice, cow-boy, climato-sceptique, pro-guns, la liste est longue. RFI nous éclaire en révélant les quelques esquisses du mandat du 47e président des États-Unis, notamment la nomination de Suzy Wales, directrice de cabinet de 67 ans, première femme à occuper ce poste, c'est inédite. Dans la lignée de Trump, ses fidèles vont compter, à commencer par Tom Homan, ancien directeur de l'Agence fédérale de contrôle de l'immigration, qui, on l'aura compris, devra coordonner les actions de régulation de cette préoccupation majeure du deuxième mandat Trump. Ne pas oublier le fidèle des fidèles, Elon Musk, au poste de ministre de l'efficacité gouvernementale selon Libération. C'est aussi le rendez-vous traditionnel avec le prédécesseur Joe Biden, ce dernier assurant un transfert pacifique. Surtout, ce qui donne un goût amer aux démocrates, c'est le projet du plus grand plan d'expulsion de migrants sans papier de l'histoire et la remise à l'agenda de la finalisation du mur à la frontière mexicaine. Un Donald Trump qui s'affiche avec plus d'assurance, plus d'insistance et entend se réconcilier avec l'Amérique profonde, mais aussi avec la Russie.
Son homologue russe Vladimir Poutine l'avait félicité pour sa victoire, mais la presse et la plupart des membres du gouvernement restent dubitatifs sur la volonté de mettre fin au conflit en Ukraine, pour citer le Courrier international. En effet, le courant est toujours perturbé entre les deux anciennes forces bipolaires. Moscou entend se réconcilier avec Washington. Et cela passe notamment par des appels téléphoniques. On se croirait revenu en 1963 avec le téléphone rouge durant la détente. En 2024, c'est une détente mitigée, puisque le journal nous informe des doutes qui subsistent à propos de l'implication des États-Unis dans la guerre en Ukraine et des manifestations populaires déjà dès l'annonce de la victoire de Trump. Je referme cette page US avec les réactions européennes, et notamment celle de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, et de son conseiller qui a discuté avec Le Point sur les conséquences de la victoire trumpiste pour l'Union européenne. La guerre en Ukraine, évidemment, en première partie, voire en amorce de cette longue dissertation sur la montée des nationalismes européens, renforcée par la politique d'Orban. On retiendra cette phrase: « Le nationalisme est la seule façon de sauver l'Europe ». À voir donc quelles seront les mesures concrètes pour y arriver, dans un vieux continent qui ne séduit plus. À commencer par l'Asie-Pacifique, dont le leader chinois Xi Jinping compte bien placer ses pions sur le continent américain, pour reprendre les mots de RFI. C'est le début des négociations pour l'espace Indo-Pacifique au Pérou, où l'économie va jouer un rôle de premier plan dans les accords futurs. Et Théo, c'est aussi le conflit au Moyen-Orient qui se poursuit avec un nouvel événement au cœur de l'actualité. Oui, coup de tonnerre au Moyen-Orient, Le Monde nous apprend que Benjamin Netanyahou confirme son soutien aux attaques des beepers contre le Hezbollah. Les objectifs israéliens sont donc clairement revendiqués et la guerre qui dure va encore durer possiblement, selon le journal, avec des bombardements en Syrie, au Liban, la région s'embrasant définitivement. Mais un ultime espoir subsiste pour le Courrier international qui relate la déclaration panarabiste de cesser le génocide à Gaza, le retour de Trump ne signant pas la fin de la violence au Moyen-Orient. Violence politique aussi en Ukraine, la Russie ayant signé le traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, selon Le Monde. Coopération, coordination figurent en première page d'une alliance politico-économique entre Moscou et Pyongyang, de plus en plus en rupture, voire en fracture avec les Nations Unies et l'Occident, qui fait craindre une reprise intensive des affrontements contre une armée ukrainienne résistante, mais à bout de souffle. 15 000 places de prison supplémentaires pour les détenus français, c'était l'ambition du ministre de la Justice, Didier Migaud, sur France Inter. Une ambition, pas une concrétisation, puisqu'il a justement dit que la volonté des 15 000 places ne sera pas éteinte en raison des coûts financiers des oppositions d'élus. Le ministre doit en rediscuter avec l'Élysée. Relation tendue lors du match France-Israël qui s'est tenu dimanche dernier. Au Stade de France, la mobilisation de 4000 forces de l'ordre, nous informent Le Parisien et BFM TV, c'était la promesse du préfet de police de Paris pour un match à haut risque. Les deux soulignent les efforts pour dissuader et sécuriser l'événement au même titre que les JO, selon le ministre. Sauf que cette fois-ci, pas de Léon Marchand ni de Frère Lebrun au programme. Alors dans les programmes scolaires, cette fois-ci, des changements encore sont à prévoir, comme le souligne un article du Parisien. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, renforce le fameux choc des savoirs de Gabriel Attal avec le maintien des groupes de niveau au collège, l'obtention obligatoire du brevet pour entrer en seconde, mais seulement à partir de 2027, et enfin, dès 2026, une épreuve anticipée de mathématiques en classe de première, qui satisferont les élèves les plus littéraires, évidemment. Enfin, Le Monde rappelle que c'est la COP29 qui se déroule cette semaine à Bakou, en Azerbaïdjan. Les dirigeants politiques, maintenant habitués, on notera la présence des talibans, une première depuis leur retour au pouvoir en 2021. Ils ont pour objectif de négocier des mesures en faveur du climat. Cette édition est marquée par une revalorisation des financements climatiques, de nouveaux organes, des mesures environnementales, le tout sous la houlette d'une des plus grandes pétromonarchies du globe, qui veut redorer son image grâce, ou faute de mieux, à l'environnement. Mais je n'en dis pas plus puisque la COP29, c'est le thème transversal de ce premier épisode de Tour d'Horizon. Un dossier complet à retrouver dans les chroniques Les ondes du climat et le billet de l'écho de mes chers collègues à la fin de ce podcast. Merci à tous, restez informés. Merci beaucoup Théo, il est l'heure à présent de retrouver la chronique Mémoire des siècles avec Antoine Rizzo. Une chronique axée sur l'histoire dans laquelle tu reviendras Antoine sur des événements historiques marquants mais aussi sur l'actualité historique. Et au sommaire aujourd'hui Antoine, les commémorations du 11 novembre. Et oui, au programme du jour, les commémorations du 11 novembre. Mais au lieu de vous raconter pour la énième fois l'histoire du soldat inconnu, je vais vous livrer quelques anecdotes sur l'événement afin de comprendre comment l'armistice est commémoré dans les autres pays ayant été impliqués dans la Der des Der. Le 11 novembre est un jour de joie et de soulagement parce qu'il marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Mais c'est surtout le début de l'immense deuil des familles des presque 10 millions de soldats morts au combat pendant ces 4 années. Lundi, Emmanuel Macron était accompagné du Premier ministre britannique, Keir Starmer, pour commémorer les soldats français et britanniques morts pendant ces 4 années de guerre. La symbolique est forte, puisqu'il y a 80 ans, le 11 novembre 1944, le général de Gaulle, alors chef de la France libre, et Winston Churchill,
le Premier ministre britannique de l'époque, ont défilé sur les Champs-Élysées et ont commémoré l'armistice. Une première en 4 ans depuis la défaite de 1940. Restons dans les années 40 puisque se déroulent le 11 novembre les premiers actes de résistance contre l'occupant allemand. À Caen, en Normandie, les étudiants lycéens et collégiens ont défié les Allemands le 11 novembre 1940. Sur la place du Maréchal Foch, où se situe le monument aux morts de la ville de Caen, les jeunes Caennais ont observé une minute de silence pour commémorer la victoire sur l'occupant. Le même scénario se répète à Paris et dans d'autres villes de France. Le 11 novembre 1918 est aussi l'une des fêtes nationales de la Pologne, puisque c'est à cette date que les Alliés font renaître l'État polonais qui a été divisé en 1795 entre l'Empire russe, l'Autriche-Hongrie et la Prusse qui deviendra plus tard l'Allemagne. Maintenant, nous allons effectuer un petit tour du monde pour voir comment est commémoré le souvenir de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre est une journée de célébration en Allemagne, mais elle ne commémore pas l'armistice. C'est la fête de Saint-Martin. Une autre cérémonie, le Volkstrauertag, excusez-moi mon accent, a lieu pour honorer la mémoire des soldats allemands tombés pendant la Première Guerre mondiale. Elle se célèbre le dimanche avant le premier dimanche de l'Avent. Mais la journée n'est pas fériée. Dans les autres pays des empires centraux, on commémore les morts de 14-18 à des jours différents. En Turquie, on commémore la fin des combats avec l'armistice de Mudros du 30 octobre 1918. Il est à noter qu'on commémore le 10 novembre en Turquie la mort d'Atatürk, le fondateur de la République turque qui, après la Première Guerre mondiale et la division de l'Empire ottoman, a formé la Turquie moderne et instauré la République. En Bulgarie, la commémoration a lieu le 29 septembre, jour de l'armistice avec les Alliés. Enfin, en Autriche et en Hongrie, on commémore les morts du conflit le 11. Cependant, dans les pays vaincus, le 11 novembre ne fait pas l'objet d'un jour férié, puisque la défaite durant la Première Guerre mondiale a été vécue comme une humiliation pour ces peuples, notamment en Allemagne, où une partie de son territoire va se retrouver occupée par des troupes françaises. Alors que, si on prend des pays vainqueurs, comme la Belgique ou le Canada, eh bien le jour est férié. Au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, le Remembrance Day, ou Remembrance Sunday, c'est un dimanche, rend hommage au sacrifice de la Première Guerre mondiale ainsi qu'à d'autres conflits. À cette occasion, les cloches de Big Ben sonnent 11 fois pour marquer la date du 11 novembre et pour se souvenir que les plénipotentiaires ont décidé que le clairon de l'armistice serait sonné le 11 novembre à 11h du matin. 11-11-11. Aux États-Unis, le Veterans Day honore les anciens combattants américains. Il est l'équivalent du Remembrance Day. En Italie, on commémore la fin du conflit le 4 novembre, puisque les combats entre Italiens et Austro-Hongrois ont pris fin le 3 novembre 1918, avec la capitulation de l'Autriche-Hongrie. Cette journée s'appelle la journée de l'unité nationale et des forces armées, car ce jour est considéré comme la fin définitive du Risorgimento, avec le rattachement du Trentin et de Trieste au Royaume d'Italie. Enfin, la Russie, sortie du conflit à cause de la révolution d'octobre 1917, ne commémore pas cette guerre dans laquelle pourtant plus de 1,5 million de soldats russes ont perdu la vie. Le pouvoir communiste a occulté tout souvenir de ce conflit pour fêter la victoire sur les forces du Tsar et la révolution d'octobre 1917. Ainsi, dans la littérature, le cinéma et les manuels scolaires russes ne figurent que peu de documentation sur ce conflit. Merci beaucoup Antoine. Et à 11 novembre, au cœur de l'actualité ces derniers jours, puisque certains politiques appellent à la suppression de ce jour férié. Afin de faire des économies, le débat ne fait donc que commencer. Place à présent au Flash Culture avec Antoine Charrière. Flash Culture, c'est votre instant culture de l'émission et Antoine, tu nous y proposeras un balayage de l'actualité ou bien un zoom sur une actualité précise, film, musique, livre ou encore jeux vidéo. Tu voudras être à la recherche de la diversité dans les contenus proposés. Et aujourd'hui Antoine, au cœur de ta chronique, un jeu de société qui envahit tous les supports et qui se joue les soirs de pleine lune. Tout à fait, merci Antoine. Chers présentateurs, chers camarades, chers auditeurs, le village s'endort. Les loups se concertent et dévorent un innocent. Demain, l'un des nôtres n'ouvrira pas les yeux. Cette histoire se répète chaque nuit inlassablement dans le jeu de société Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. Mêlant jeu de rôle, bluff et art oratoire, ce jeu est devenu un véritable phénomène de société. Sa popularité est inédite et les adaptations s'enchaînent en cette année 2024.
Pour rappel, les loups-garous, c'est un jeu de société qui oppose villageois contre loups-garous infiltrés. Chaque joueur se voit attribuer un rôle en début de partie. La nuit, tout le monde ferme les yeux. Les villageois qui ont un pouvoir se réveillent pour l'utiliser et les loups dévorent un joueur. Le jour, le village débat et vote pour éliminer une personne. Les villageois doivent éliminer les loups et inversement. Le village de Tiercelieu, il existe vraiment en France, en Seine-et-Marne plus précisément, et c'est là dont sont originaires Philippe Despalières et Hervé Marly. Ils ont créé les loups-garous en s'inspirant de Mafia, un jeu inventé en 1986 par Dimitri Davidov, un professeur de psychologie à l'université d'État de Moscou. Sa volonté première est très politique, écoutez bien. Il souhaite expérimenter si une minorité informée, comme le gouvernement, peut parvenir à dominer et manipuler une majorité désinformée, comme le peuple. Les citoyens doivent alors vaincre les mafieux, ces méchants capitalistes, pour gagner. Aujourd'hui, dans le domaine public, le jeu est adapté dans le monde entier, y compris en France, en 2001. La formule est adaptée en s'inspirant des contes, avec une sorcière, une voyante, ou encore une petite fille et un chasseur, qui vous rappelleront certainement certaines histoires. Les mafieux sont remplacés par les loups-garous, comme l'indique le nom du jeu, effectivement. Alors avec des parties de 8 à 18 joueurs, le bouche à oreille fait son effet, et le jeu prend en popularité. Il faut dire que des occasions de mentir dans les yeux de ses amis avec leur consentement, il n'y en a pas beaucoup et pourtant, qu'est-ce que c'est jouissif. Le jeu devient un phénomène de société et se développe avec des extensions, des formats divers et même des éditions best-of. À l'heure actuelle, on ne dénombre pas moins de 7 millions de ventes. Le loup-garou, c'est 1 Français sur 4 qui connaît le jeu au moins de nom et 15% qui en ont déjà fait une partie. C'est un phénomène inédit, surtout pour un jeu de société aussi récent. D'autant que ces statistiques risquent d'augmenter avec les nombreuses adaptations du jeu. Et 2024 est définitivement son année. C'est le premier jeu de société à toucher autant de médias, livres, séries, films, escape games, jeux vidéo, officiels ou non. Par exemple, le développeur français Ubisoft avait sorti en 2016 un jeu de réalité virtuelle, Werewolf Within, reprenant les règles du jeu de société. Alors ce jeu, Werewolf Within, est même adapté en 2021 aux États-Unis avec un film comédie-horreur intitulé Loup-garou et sous-titré Werewolf Within. Mais étonnamment, rien d'officiel avec le jeu de société. Il faudra attendre 2024 pour voir apparaître une ribambelle d'adaptations officielles, aussi bien en livre avec La Confrérie du Loup, écrit par Paul Béorn et Silan Edgar aux éditions Castlemore, qui avait déjà publié Lune Rousse en 2018 dans le même univers. Et puis bien sûr, les loups-garous ont été adaptés au petit écran par le film du même nom disponible sur Netflix. Réalisé par François Usan et interprété entre autres par Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément, le film est, selon Ouest France, à mi-chemin entre Les Visiteurs et Jumanji. C'est une analyse assez juste. Le pitch est assez simple. Alors qu'une famille découvre le mystérieux jeu des loups-garous, ils sont transportés dans le village moyenâgeux de Tiercelieu. On sent quand même l'inspiration de Jumanji à la française et doivent trouver le moyen de rentrer chez eux. Tout en survivant, c'est préférable. Malheureusement, le long-métrage ne parvint pas à convaincre aussi bien critiques que spectateurs par une adaptation qui, toujours selon Ouest France, laissera les fans du jeu de société sur le carreau. En même temps, pas de chance, il sort en quasi-simultané de l'adaptation parfaite du jeu, la série Canal+, Loup-garou, la meilleure partie de tous les temps. Ça vend du rêve. Et a raison. Sur une idée de Panayotis Pasco et Fari, 13 joueurs, allant d'un mentaliste à une mathématicienne spécialisée en algorithmique, en passant par un ancien espion de la DGSE, s'affrontent jour et nuit en temps réel. Le programme est fidèle au produit d'origine, tout en y ajoutant des touches d'humour, notamment avec l'excellente voix off de Mr V. La réalisation est géniale, la narration sous forme de conte est prenante, les retournements de situation sont dingues. C'est un programme inédit, un vrai ovni qui mêle jeu télévisé, série à suspense et adaptation aux petits oignons. Une saison 2 et 3 sont déjà prévues pour peut-être un désormais rendez-vous annuel. Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler des loups-garous, alors les nuits de pleine lune, prenez garde. Et cela nous aura permis d'en savoir plus sur le phénomène du loup-garou. Merci beaucoup Antoine. On s'éveille à présent avec Élise Leroy. La rubrique féministe On s'éveille, un jeu de mots pour inclure le nom de Simone Veil, mais aussi et surtout un titre qui nous rappelle que le féminisme est bien plus qu'une pensée ou une conviction politique. C'est tout un monde qu'il faut aller chercher et tout un art qu'il faut adopter dans son quotidien. Grâce à cette rubrique, Élise, tu mettras en valeur un grand nombre de phénomènes sociologiques qui rythment notre vie, un moyen d'en prendre conscience et aussi d'agir. Le féminisme est un sujet très vaste. Parmi toutes les théories sociologiques qui peuvent bien exister, par laquelle as-tu choisi de commencer ?
Eh bien, nous allons inaugurer cette rubrique, Antoine, avec le complexe de Cendrillon, concept de Colette Dowling. Celui-ci trouve son nom du conte de Grimm, mais surtout de son adaptation Disney légèrement plus romantique. Ainsi, cette rubrique sera l'occasion pour nous de déconstruire le conte de Cendrillon, d'adopter un point de vue féministe. Cela nous permettra d'en extraire le sexisme imperceptible et de comprendre à travers ce cas comment le cinéma et plus largement la culture inculquent certaines représentations qui ont de graves conséquences sur nos prises de décision. Et donc, en quoi consiste ce complexe ? Eh bien, le complexe de Cendrillon désigne le besoin psychologique des jeunes filles de trouver un prince charmant qui, de une, les sortira de la misère, aussi bien matérielle que sentimentale, et de deux, les rendra heureuses. Ce besoin est particulièrement problématique, Antoine, puisqu'il insuffle aux jeunes filles l'idée d'attendre encore et encore, d'attendre au lieu d'agir. D'attendre au point que la femme devienne l'actrice secondaire de sa propre histoire, le premier rôle étant bien entendu donné à l'homme. Et concrètement, comment se manifeste ce phénomène ? Très bonne question justement, parce que le complexe de Cendrillon est visible à l'œil nu. Une fois qu'on le connaît, on le voit partout, et c'est pour cela que j'ai décidé d'en parler dans cette première rubrique. Le complexe de Cendrillon, c'est se dire je vais attendre éternellement que mon copain m'emmène au resto plutôt que d'aller au resto moi-même avec mes copines. Le complexe de Cendrillon, c'est se dire « je n'ai pas besoin de faire ça, mon copain le fera à ma place. Je n'ai pas besoin d'avoir un taf important, mon copain l'aura à ma place. Je n'ai pas besoin d'être heureuse, mon copain le fera et le sera pour moi. » Alors oui, certes, la gradation peut paraître assez caricaturale, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des représentations. Répéter à une fillette toute son enfance qu'elle doit s'imposer face aux hommes, elle le fera. Au contraire, répétez-lui qu'elle est trop douce, trop gentille ou pas assez. Elle attendra qu'un homme vienne la secourir et faire ce qu'elle aurait excellé. Le complexe de Cendrillon touche beaucoup de femmes. Ce n'est pas une honte, mais la conséquence d'une longue histoire et construction patriarcale. Ne vous en faites pas, ça se soigne. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'aller faire un resto avec vos amis. Et toi, Élise, est-ce que tu n'es pas touchée par ce complexe de Cendrillon ? Non, enfin du moins je ne pense pas. À vrai dire, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me disait à chaque fin de film Disney, que ce soit Cendrillon, Réponse ou même La Reine des Neiges, n'oublie pas Élise, le prince charmant, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils en foutent dans les dessins animés. À présent, il est l'heure de retrouver l'édito politique avec Antoine Boré, qui est aujourd'hui le présentateur de notre émission. L'édito politique, un édito qui apporte un regard et une réflexion sur l'actualité politique française et internationale. Donald Trump a été réélu président des États-Unis ce mercredi 6 novembre. Théo l'évoquait il y a quelques instants dans sa revue de presse. La grande majorité des médias ont ainsi rappelé les nombreux déboires judiciaires de Donald Trump, l'assaut du Capitole, l'affaire des documents classifiés ou encore l'affaire Stormy Daniels. Mais outrepassons ces affaires et concentrons-nous sur le fond du problème, la défaite cuisante des démocrates. Puisqu'en effet, ces derniers ne sont pas parvenus à contrer cette vague républicaine. Bien au contraire, ils en ont peut-être même favorisé son émergence. Explication. J'écoutais il y a quelques jours la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1 intitulée « L'incroyable retour de Donald Trump. La colère de la classe populaire l'emporte contre les élites ». Ce rejet des élites et des classes dominantes, Donald Trump, lui, l'a bien intégré à ses meetings à travers l'utilisation d'un discours populiste. « Ils n'en ont pas après moi, ils en ont après vous », assurait-il ces derniers mois quant à ses poursuites judiciaires. Pendant ce temps, les démocrates ont préféré accueillir dans leur meeting la chanteuse Jennifer Lopez, l'actrice Julia Roberts, sans oublier le soutien de la chanteuse Taylor Swift. Une question se pose alors aisément. Les démocrates ont-ils fait preuve de naïveté ou bien au contraire ont-ils fait preuve d'une grande bêtise ? L'intervention de ces stars du showbiz aura seulement permis de conforter des démocrates déjà convaincus, mais aura aussi et surtout détourné une bonne fois pour toutes les républicains dubitatifs du vote Kamala Harris. Et pour cause, les célébrités reçues par les démocrates illustrent la réussite américaine des élites à grande fortune qui viennent contraster avec le contexte inflationniste que subissent les classes moyennes et populaires. Depuis plusieurs mois, Donald Trump promet ainsi d'agir en faveur du pouvoir d'achat des plus précaires. Un discours populiste avec des propositions simplistes qui fonctionnent, puisque plus de 54% des non-diplômés plus vulnérables face à la pauvreté ont voté pour Trump, contre seulement 44% pour Kamala Harris, selon un sondage de l'agence de presse Reuters.
En développant la question, un parallèle peut se dessiner entre l'échec des démocrates aux élections américaines et la montée du Rassemblement national en France. Ainsi, selon un rapport de l'Institut Ipsos lors des élections européennes de 2024, plus de 53% des ouvriers et 39% des employés ont voté pour le RN, tandis que seulement 7% des ouvriers ont voté pour PS, Place Publique. Ainsi, les classes populaires et moyennes semblent bouder la gauche pour se rassembler autour des discours de Jordan Bardella. Précisons ici toutefois que le terme de classe populaire et moyenne est employé relativement à la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles de l'INSEE. Où est donc passée cette gauche rassembleuse capable de réunir les travailleurs et les classes populaires autour des questions sociales et économiques ? Où est donc passée cette union des gauches impulsée par une forte adhésion populaire en 1936 avec le Front populaire ? Ce temps semble aujourd'hui révolu. La gauche a incontestablement perdu son électorat et ne parvient pas à le reconquérir, et ce au profit du Rassemblement national. Pourtant, la gauche française ne semble pas se préoccuper de cette fuite d'électorat ou bien de ne pas la prendre réellement en considération. Jean-Luc Mélenchon a lui-même avoué sa stratégie pendant les dernières élections législatives en affirmant, je cite, « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. » Fin de citation. Quand LFI cible son électorat, le RN, lui, s'adresse, je cite, « au peuple français ». Il en est de même pour le nouveau Front populaire qui n'a eu de cesse de mener une lutte acharnée contre le Rassemblement national pendant les dernières élections législatives. Seulement, la gauche a-t-elle compris que cette lutte est contre-productive ? Puisqu'en effet, les critiques à l'encontre du Rassemblement national ne servent qu'à placer la gauche dans une position moralisatrice, une gauche omnisciente qui serait la seule capable de prêcher la sainte parole. Cela permet également aux RN de se placer dans une position de victime à travers la fameuse fable de la persécution politico-médiatique. Et le parallèle est saisissant lorsque le nouveau Front populaire met en lumière la perversité du programme du RN. Jordan Bardella, lui, pendant ce temps, s'empare de la question du pouvoir d'achat ainsi que du dossier sécuritaire qui sont respectivement les premières et troisièmes préoccupations des Français selon le dernier baromètre Ipsos, des thèmes sur lesquels la gauche, elle, peine à s'imposer. Au final, les démocrates aux États-Unis et les partis de gauche en France semblent impuissants face à la montée du populisme et du nationalisme dans nos démocraties, incapables de réunir un électorat qui devrait être acquis à leur cause de par leur histoire. La gauche s'est vidée de son sens premier, il serait urgent d'y remédier. Avis de recherche aujourd'hui de cette gauche d'autrefois. Ouvrons à présent une page spéciale de la COP29 et on débute tout de suite avec la chronique Les ondes du climat avec Timéo Lepère. Et dans les ondes du climat, Timéo, tu nous donneras les clés pour comprendre les enjeux qui se dessinent dans le contexte d'un changement climatique régulièrement évoqué dans l'actualité, avec de la pédagogie, des explications et de la rigueur scientifique. L'objectif est de nous informer, de nous sensibiliser, de nous apporter des solutions concrètes pour préparer le monde de demain. Et au programme aujourd'hui, le sommet mondial de la COP29 à Bakou. Oui, vous avez pu l'entendre tout à l'heure dans la revue de presse de Théo, justement. C'est la conférence du climat par excellence, celle connue de tous, qui a démarré ce lundi 11 novembre à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, la COP Climat édition 29, un rendez-vous international qui a pour objectif de discuter, de trouver des solutions pour limiter le réchauffement climatique et son impact. La plus connue d'entre elles, ce fut certainement la COP 21. Souvenez-vous, elle avait débouché sur l'accord de Paris en 2015, censé limiter la hausse des températures globales à 2 degrés grand maximum en visant la neutralité carbone pour 2070. Les signataires avaient alors opté pour mettre sur la table une enveloppe de 100 milliards d'euros chaque année pour parvenir à s'adapter et à tenir les objectifs. Mais force est de constater que nous sommes loin du compte puisqu'on est à l'aube d'atteindre une hausse globale de 1,5 degré et que l'on s'approche de la date limite pour la contenir sous le seuil des 2 degrés. Mais alors Timéo, peut-on espérer se rattraper avec la COP29 ? La question a de quoi être posée puisque depuis 2015, les négociations et les avancées sont plus que modestes dans les COP et cette année plus que jamais, le sommet a du plomb dans l'aile, à commencer par le casting de celui-ci marqué par les annulations en chaîne des chefs d'État, celle du président français la première, Emmanuel Macron officiellement pour des raisons diplomatiques. On notera aussi l'absence de Olaf Scholz, le chancelier allemand, Justin Trudeau, le premier ministre canadien et plus surprenant encore, Lula, le président brésilien, lui qui accueillera la COP30 l'année prochaine. Et ces absences en chaîne, elles ont de quoi conforter celle du président de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui boycotte
boycottent tout simplement la COP29 en déplorant le manque d'action et de résultats concrets dans ces rendez-vous. Une autre manière de faire entendre sa voix que dans des négociations qu'il qualifie d'ailleurs de perte de temps totale pour l'un des pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique. En ce sens, on rappellera d'ailleurs les premiers mots du président azerbaïdjanais lundi en ouverture de la conférence lorsqu'il avait déclaré que le pétrole était, je cite, un cadeau de Dieu et qu'il ne fallait pas reprocher au pays d'en avoir et de les fournir au marché, ce qui n'avait pas manqué de faire vivement réagir les défenseurs du climat. Et puis dans ce contexte, Timéo, il y a aussi l'élection de Donald Trump qui vient rebattre un peu plus les cartes. Et un boulet de démolition dans la diplomatie climatique. Voilà comment est décrit Donald Trump par la directrice de l'ONG Union of Concerned Scientists dans le journal britannique The Guardian. En cause, le climato-scepticisme affirmé du personnage qui avait déjà concrétisé ses dires par des actes en 2016 lorsque le lendemain de son investiture, il annonçait se retirer de l'accord de Paris. Alors aujourd'hui, la crainte c'est qu'il ne récidive et elle est dans tous les esprits, d'autant que les États-Unis restent le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre. Le chiffrage avait d'ailleurs été déjà mené par le média Carbon Brief qui estimait qu'un second mandat républicain émettrait près de 4 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires, un peu plus que ce qui est rejeté annuellement par l'Union européenne. En plus de ça, Donald Trump pourrait aussi engager un mouvement de fond se rempli invitant d'autres pays à suivre, comme l'Argentine, dirigée par Javier Milei, lui aussi climato-sceptique assumé. Mais au-delà de ça, il pourrait également susciter le découragement des autres puissances qui verraient ce retrait comme l'échec de la mise en œuvre d'un effort collectif. Ce qui est certain, c'est que ces nouveaux mandats américains brouillent déjà les négociations de cette COP29. Merci beaucoup Timéo et on poursuit cette page spéciale COP29 avec la dernière chronique de ce podcast, le billet éco, Eugénie Villemé. Et dans ton billet, Eugénie, tu analyseras les grands sujets économiques de l'actualité française, mais aussi dans le cadre international. Et aujourd'hui, tu as décidé de mettre en lumière les enjeux économiques liés à la COP29. Exactement. L'Azerbaïdjan sera sous les projecteurs lors de la COP29, comme l'a très justement dit Timéo. Ce pays est composé de 10 millions d'habitants. Le pouvoir est exercé depuis 30 ans par la famille Aliyev, connue pour sa répression envers l'opposition et sa censure des médias. Le pays est 164e sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières. La COP29 sera l'occasion pour le pays de mettre en œuvre son projet de production d'électricité renouvelable à partir de la mer Caspienne, destiné à l'exportation vers l'Union européenne. Dans son plan d'action pour la COP29, l'Azerbaïdjan n'a pas mentionné la question des hydrocarbures. En effet, son économie repose à 92% sur le pétrole et le gaz de la mer Caspienne. Le pays est également sollicité par l'Union européenne et la Turquie pour ses exportations d'hydrocarbures. Il entretient également des liens avec la Chine et la Russie pour la mise en place d'un corridor. Cela peut donc, en partie, expliquer son omission de la question. Et donc une question se pose aisément, Eugénie, quel est le but de cette COP ? Le but de cette COP, Antoine, est d'adopter un nouvel objectif collectif quantifié pour le financement climatique, qui doit remplacer l'engagement des pays développés de 100 milliards de dollars par an. Celui-ci avait été fixé lors de la COP 15 à Copenhague en 2009. Mais ce montant est jugé insuffisant pour les organisations non gouvernementales face à l'intensification des crises climatiques. Il faudrait au minimum 1000 milliards de dollars par an pour la décarbonisation, l'adaptation aux aléas climatiques et la reconstruction après les catastrophes naturelles. Lors de la COP28 à Dubaï en 2023, un accord avait été trouvé pour une transition hors des énergies fossiles. Cette COP sera l'occasion de voir si ces engagements vont être tenus. En effet, les pays vont devoir présenter leur plan de lutte contre le changement climatique en 2025, ainsi que leur stratégie pour y parvenir. Cependant, cela nécessite une transformation des systèmes énergétiques en peu de temps. Il s'agit là d'un défi en matière de politique économique et d'investissement. De plus, les marchés financiers sont réticents à soutenir des actions ambitieuses pour le climat. L'Union européenne et les États-Unis aimeraient également que les économies émergentes comme la Chine, la Corée du Sud ou les pays du Golfe contribuent à ce financement. Parallèlement, les États continuent de subventionner les industries fossiles à hauteur de 7 000 milliards de dollars par an, ce qui complique le financement de la transition énergétique. C'est pourquoi les décisions économiques prises à bas coût influenceront fortement la trajectoire climatique mondiale.
Merci beaucoup Eugénie, c'est la fin de ce podcast, merci à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis pour cette grande première. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur YouTube et Spotify. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé de l'arrivée des prochains épisodes. Et je vous rappelle également que si vous ne voulez rien manquer des dernières exclusivités de Tour d'Horizon, il vous suffit de vous abonner à la page Instagram Tour d'Horizon Podcast. Vous y découvrirez au fur et à mesure des photos et des infos exclusives ainsi que des extraits de nos 7 chroniques. Et enfin, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager autour de vous. C'est un grand merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Tour d'Horizon.